Victor Hugo, Le Rhin, introduction, page 15, fin de la page 15. Ceci sembla grave à l'auteur, diminuer la confiance à l'heure même où on la réclame plus que jamais, faire douter de soi, surtout quand il faudrait y croire, ne pas rallier toute la foi de son auditoire quand on prend la parole pour ce qu'on s'imagine être un devoir, c'était manquer le but. Page 16. Les lettres qu'il avait écrites durant son voyage se représentèrent alors à son esprit. Il les relut et il reconnut que, par leur réalité même, elles étaient le point d'appui incontestable et naturel de ses conclusions dans la question rhénane, que la familiarité de certains détails, que la minutie de certaines peintures, que la personnalité de certaines impressions étaient une évidence de plus, que toutes ces choses vraies s'ajouteraient comme des contreforts à la chose utile que, sous un certain rapport, le voyage du rêveur, empreint de caprice, et peut-être pour quelques esprits chagrins entachés de poésie, pourrait nuire à l'autorité du penseur. Mais que d'un autre côté, en étant plus sévère, on risquait d'être moins efficace, que l'objet de cette publication, malheureusement trop insuffisante, était de résoudre amicalement une question de haine, et que dans tous les cas, du moment où la pensée de l'écrivain, même la plus intime et la plus voilée, serait loyalement livrée au lecteur, quel que fût le résultat, lors même qu'il n'adhérerait pas aux conclusions du livre, à coup sûr, il croirait aux convictions de l'auteur. Page 17. Ceci déjà serait un grand pas. L'avenir se chargerait peut-être du reste. Tels sont les motifs impérieux, à ce qu'il lui semble, qui ont déterminé l'auteur à mettre au jour ses lettres et à donner au public 2 volumes sur le Rhin au lieu de 200 pages. Si l'auteur avait publié cette correspondance de voyageurs dans un but purement personnel, il lui eût probablement fait subir de notables altérations. Il eût supprimé beaucoup de détails, il eût effacé partout l'intimité et le sourire, il eût extirpé et sarclé avec soin le moi, cette mauvaise herbe qui pousse toujours sous la plume de l'écrivain livré aux épanchements familiers. Il eût peut-être renoncé absolument, par le sentiment même de son infériorité, à la forme épistolaire que les très grands esprits ont, seuls, à son avis, le droit d'employer vis-à-vis du public. Mais au point de vue qu'on vient d'expliquer, ces altérations eussent été des falsifications. Ces lettres, quoique en apparence à peu près étrangères à la conclusion, deviennent pourtant en quelque sorte des pièces justificatives. Page 18. Chacune d'elles est un certificat de voyage, de passage et de présence. Le moi, moi, ici, est une affirmation. Les modifier, c'était remplacer la vérité par la façon littéraire. C'était encore diminuer la confiance et par conséquent manquer le but. Il ne faut pas oublier que ces lettres, qui pourtant n'auront peut-être pas de lecteurs, sont là pour appuyer une parole conciliante offerte à 2 peuples. Devant un si grand objet, qu'importent les petites coquetteries d'arrangeurs et les raffinements de toilette littéraire, leur vérité et leur parure. Petite note 1. L'auteur, à cet égard, a poussé fort loin le scrupule. Ces lettres ont été écrites au hasard de la plume, sans livre, et les faits historiques ou les textes littéraires qu'elles contiennent, ça et là,
sont cités de mémoire. Or la mémoire fait défaut quelquefois. À la fin de cet extrait YouTube.